Donc, en attendant qu'Olivier ait pu mettre ses slides, on peut faire une rapide présentation des personnes qui vont intervenir ce soir. Donc, pour ma part, Flavien Chervais, CEO d'Exoplo, je serai simplement modérateur. Je donnerai de temps en temps un avis sur des éléments de créativité que pourrait évoquer Olivier, parce que je ne pourrais pas m'en empêcher, évidemment. Mais ça sera moins mon rôle que celui d'Olivier ce soir. Donc, Olivier qui par médecin, fondateur de Soignant Entrepreneur, il vous en reparlera. Et donc, lui, il sera vraiment le déroulement du temps d'échange. Donc, il nous parlera du lien entre soins et créativité, parce en échangeant avec Olivier, on s'est dit que c'était une thématique originale et pertinente. Et l'idée, c'est son micro, il y a beaucoup de sons qui en sortent. Donc, on s'est dit que c'est une thématique très intéressante parce qu'il y a des liens très forts entre le rapport au monde du soignant et le rapport au monde du créatif. Les deux sont dans un rapport on peut dire de care, dans le sens où ils doivent se mettre à la place de l'autre, ils doivent prendre soin de l'autre pour résoudre ses problèmes. Alors bien sûr, le créatif entendu dans un sens un peu entrepreneurial, où on va essayer de répondre à une problématique qui existe dans le monde en créant une entreprise, mais pas que, ça peut être une fondation, une association, autre chose. Donc, en tout cas, un rapport assez fort dans ce lien à l'autre qui doit être à la fois humble et très actif, très proactif. Donc, on parlera un peu de ça en première partie notamment. Dans une deuxième partie, Olivier nous parlera un peu plus des problématiques que le monde du soin connaît concernant la créativité. Ça peut être difficile dans des organisations comme les hôpitaux assez structurés, assez processés, de faire de la place pour la créativité. Donc, comment gérer de façon organisationnelle la créativité dans le monde du soin. Donc là, un aspect un peu moins humain et un peu plus structurel. Et puis, dans une troisième partie, il abordera la façon de trouver des équipiers pour constituer son équipe projet et sa dream team pour aller mettre en œuvre ses idées dans le monde du travail. Donc, vaste programme, ces trois thématiques qui pourraient chacune suffire à 1 heure d'échange. On essaiera de rester sur une vingtaine de minutes d'échange par thématique. Et donc, on a avec nous comme invité Jean-Marc Desmet, Elio Di Segni et un peu plus tard Philippe Cadic qui arrivera. Alors, Cadic n'est pas l'auteur de science-fiction, c'est Cadic, A-D-I-C. Et je le laisserai se représenter car je n'ai pas noté précisément ce titre. Mais Jean-Marc Desmet est néphrologue interniste au centre hospitalier de Charleroi. Il a fondé l'association MED-ICS. Il vous en reparlera un peu et il interviendra sur la deuxième partie pour des retours d'expérience et apporter avec Olivier ce regard sur débloquer la créativité dans le monde hospitalier. Et Elio Di Segni nous parlera de son aventure entrepreneuriale, c'est Icono, au sein du centre hospitalier de Lille et de Valenciennes, qui est un centre hospitalier très focalisé sur les nouvelles technologies et leur apparition dans les structures de soins, et donc qui essaye justement d'innover, d'inventer de nouvelles solutions. Donc, lui-même est d'une certaine façon intrapreneur de ce centre hospitalier, si j'ai bien compris. Donc, il pourra aussi nous faire un retour d'expérience sur comment lui, il a mis en œuvre sa créativité, il a trouvé son équipe, il a réussi à débloquer un petit peu ce monde de la technologie pour monter un projet. Alors, on a perdu Olivier, intéressant, ça va être embêtant sans lui. Je pense qu'il va se reconnecter. C'est ça mon sous peu. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, on est en train de commencer. Il y a juste des petites présentations, le temps que Olivier arrive à lancer ses slides, mais apparemment, c'est les slides qui ont lancé Olivier hors de la réunion. C'est des choses qui arrivent. Le son est très mauvais, avec beaucoup de bruit parasite et de crachotis. Je vais demander à toute personne qui n'est pas en train de parler d'arrêter son micro. Je ferai de même pour qu'on ait la qualité optimale. De même, quand les personnes ne parlent pas, je les invite à couper leur caméra. On gagne en bande passante pour tout le monde. Donc, déjà là, j'ai coupé les micros. Ça devrait être un peu mieux pour le son. C'est bien. Ah, on t'entend, ça y est. Ça y est. Vous voyez les slides. Bien, c'est parfait.
On va y arriver. On va passer. Alors, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On était en train de commencer. Donc, Vous voyez l'intégralité de la diapo? moi, c'est tout bon. Oui, vous voyez que la diapo, parce que j'ai des commentaires à côté, vous ne les voyez pas. Ça, c'est plutôt bien. C'est Ils sont bon? juste sous cachés. Oh, je ne sais pas, écoute. Bon, pour moi, la créativité, c'est avant tout une posture. Il s'agit d'observer le monde et d'aller chercher en fait des problèmes qui sont des points de friction, des problèmes que effectivement tout le monde connaît, que certains ne connaissent pas du tout, qui sont totalement cachés ou qui n'intéressent personne. Et puis, c'est d'aller en trouver des solutions que je vois essentiellement trouver par hybridation, quand on mélange différents domaines. C'est peut-être la santé et l'industrie, par exemple, comme le propose Sidney Rostand dans son approche, dans son utilisation du biomimétisme au sein d'ingénierie. Et puis, lorsqu'on a des solutions hybridées, eh bien, on va les tester, on configure des prototypes. Et si ça marche bien, une fois qu'on les a modifiés, adaptés, on en étend leurs usages. Et pourquoi pas ne pas changer le monde? Ça, c'est vraiment finalement ce qui sous-tend cette créativité. Alors, la santé, c'est un univers dans lequel nous observons la présence d'un océan. C'est un océan de complexité biologique qui est fait d'une infinité de problèmes de tout niveau, d'abord microscopiques, et bien entendu en résultante macroscopique. Alors la nature, pour nous, à travers l'évolution, en a résolu une très grande partie du fait de milliards d'années d'adaptation, d'évolution, et met en œuvre des systèmes biologiques qui font preuve d'une efficacité optimale. Et c'est cette fascination envers cette complexité qui m'a décidé de m'orienter vers les études médicales. Alors un exemple, la problématique de la mobilité de nos membres via nos articulations. Eh bien, c'est ce que fait cette population, ce tissu de cellules cartilagineuses, appelées encore chondrocytes, qui sont organisés en un tissu, dans une matrice résistant à la pression et qui autorise la mobilité durable des segments de membres, les uns par rapport aux autres. Et le problème de la résistance et de la durabilité est solutionné par la production. Les slides n'avancent pas. Les slides n'avancent pas? C'est normal. C'est bon? Vous l'avez Non, là? non, mais en fait, on voit PowerPoint, pas ta présentation. Donc, il faudrait que tu affiches à l'écran la présentation, soit que tu changes les slides directement dans PowerPoint en passant sur la gauche dans le bandeau de présentation, enfin, dans le petit bandeau où on voit toutes les slides. Oui, voilà. C'est mieux? C'est C'est parfait. mieux? Alors, je vais essayer de lancer le... Peut-être que ça va marcher à ce moment-là. Voyons-nous. Voilà, c'est bon? Ça le fait là? Ou pas? Allô, allô? Non, là, on voit toujours que ton PowerPoint et pas la présentation qui en sort. Ça Peut-être que avance quand pas. tu as Peut-être que quand tu as présenté, tu n'as pas fait présenter tout ton écran, tu n'as présenté qu'une fenêtre en sélectionnant celle de PowerPoint et donc qui reste sur celle-ci. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Ah, là, ça bouge. Là, là, ça bouge? Ça le fait? Et Ouais, là, ça mais le fait? si tu restes sur le PowerPoint ici, c'est tout bon, hein, on voit très bien. Là, c'est bon? Ouais. C'est bien aussi là? On voit pas si ça change là. On est toujours sur ta présentation, sur l'interface de PowerPoint. On voit enfin, je vais t'envoyer en photo ce qu'on voit, hein. Bon. Alors, En là, fait, je suis Olivier, sur l'interface, effectivement. Je le voilà, mets en mode diaporama et ça ne fonctionne pas.
Non, parce que quand tu as lancé le partage d'écran, tu as dû mettre partager uniquement une fenêtre. Tu as dû Oui. sélectionner la fenêtre PowerPoint. Et donc, Ça, quand tu ouais. fais une Bien sûr, présentation, bien sûr. il ouvre une autre fenêtre Donc, et il faut donc il que ne la je prend pas en partage compte. l'écran entier, alors. C'est bien ça. Voilà. Si tu partages l'écran entier, tu devrais pouvoir faire D'accord. Il me demande de partager la fenêtre. Alors, je suis désolé. Je vais. pas de souci. Il vaut mieux prendre 3 minutes pour avoir une bonne expérience. Donc, je vais reprendre l'intégralité de l'écran. Ouais, ça permet encore à des gens d'arriver, donc tant qu'à faire. Mais dans le bon quart d'heure lyonnais, là. Ah oui, c'est le cas de le dire, mais je ne sais pas comment. Alors là, tu partages tout ton écran. Oui, Normalement, maintenant, si tu ça doit le mets faire. PowerPoint, ça devrait être bon. Ça doit le faire. Ouais. Ça m'a l'air. Oui, yes. Yes, enfin. Par Là, je me contre, mets. on va voir tes commentaires. Ah bah, c'est pas grave, je m'en fiche, c'est pas un problème. C'est pas le souci, je m'en fiche. C'est plutôt bien, mais par contre, vous voyez suffisamment sur vos écrans? C'est bon, peut-être que tu peux tirer un tout petit peu la slide et réduire tes commentaires, voilà, pour qu'elle Voilà. apparaisse un peu plus gros. Ouais, Voilà. parfait. Je peux pas mieux faire, là. Je sais pas bien pourquoi, mais c'est pas grave. Ah non, mais c'est bon. Donc, je parlais de cette complexité qui m'a attiré. Et puis, je donne l'exemple du microscopique qui sous-tend le macroscopique, et notamment dans ces cellules cartilagineuses qui nous permettent de fonctionner, de bouger, de marcher avec tout le naturel nécessaire. Et c'est cette problématique de la durabilité et de la résistance, parce qu'on exerce sur nos articulations des forces colossales, insoupçonnées, eh bien, il est solutionné par une organisation macromoléculaire de collagène, de fibres de collagène de type 2 qui sont reliées entre elles par des protéines énormes qui sont très particulières parce qu'elles absorbent l'eau en fait et forment un amortisseur hydrostatique qui nous permet d'amortir les chocs, de mobiliser les articulations, les surfaces articulaires les unes par rapport aux autres, et surtout, en augmentant la pression, d'aller nourrir ces mêmes chondrocytes qui sont situés dans cette matrice. Donc cet amortisseur hydrostatique, cet amortisseur macromoléculaire, c'est quelque chose d'extraordinaire qui solutionne, après des milliards d'années d'évolution, cette problématique de la mobilité des différents segments les uns par rapport aux autres, des effecteurs qui nous permettent de nous déplacer, qui nous permettent de prendre les choses et de façonner le monde. Cette complicité, cette complexité microscopique a pour résultante une complexité macroscopique qui se retrouve dans tout le réseau de soins, tout le réseau humain, humain et matériel qui est tissé autour des patients. Et en commençant par le commencement, ce réseau, il est nourri par l'éducation, que ce soit des patients et surtout des soignants, de telle manière à ce que les acteurs de santé soient tous efficaces. Cette éducation, elle a pour conséquence aujourd'hui un domaine qui est en évolution constante, qui est celui de la prévention, qui est déterminante, car il s'agit de rentabiliser, d'optimiser la consommation excessive des ressources communautaires de santé qui sont, comme vous le savez, très onéreuses. Et ces ressources de soins nous permettent de réaliser le diagnostic essentiel au traitement de la pathologie dans toute son organisation, ainsi qu'un suivi qui est aujourd'hui optimal, de telle manière à ne pas perdre le lien avec le patient et d'en connaître l'évolution ultime. Le soignant, dans le réseau de soins, il est avant tout considéré comme étant un observateur qui a fait ses preuves il y a peu,
au cours, et elle est toujours en cours de la pandémie Covid. Et les observateurs de soins, même s'ils ont été totalement ils ont été balayés par cette pandémie dans ces premières manifestations, eh bien, ils ont tenu bon et ils ont pu identifier cette problématique du lien d'une équipe qui est comment dire, profondément bouleversée par l'arrivée de tant de malades complexes qu'il faut diagnostiquer, qu'il faut maintenir en vie. Et les équipes soignantes ont trouvé, à partir du moment où il s'agissait de se protéger contre la menace épidémique et en portant toujours un équipement adapté, notamment un masque, ont trouvé qu'il y avait une énorme problématique de lien dans les équipes soignantes et de lien avec le patient qui n'avait pas idée de ce à quoi pouvait bien ressembler son soignant. Donc cette problématique est pourtant évidente. Elle n'intéresse finalement pas grand monde. Je dirais que la problématique de l'identification des soignants dans les groupes, dans les réseaux de soins est obligatoire, elle est réglementaire, mais elle n'est que peu adaptée, elle n'est que peu mise en place. Et la solution qui a été configurée pour garder le lien entre soignants, pour garder la cohésion et avec les patients, c'est tout simplement de marquer son nom et sa fonction sur comment dire, son calot, son chapeau, parfois son masque et parfois sa tenue. Donc cette observation simple a permis d'apporter cette créativité qui manque trop souvent. Et au-delà des structures de soins, au-delà des réseaux de soins, eh bien, on trouve aussi l'identification de problèmes de tous les jours, à tous les niveaux, et notamment chez les infirmières en coordination, en sortie de structures hospitalières, qui sont les infirmières libérales, qui sont les relais de soins de l'hôpital et qui organisent le suivi des patients et le traitement à la maison. Et quand on a la chance de pouvoir discuter avec elles, moi je vis avec, alors c'est beaucoup plus simple, et qu'on arrive, lorsqu'elles sont exténuées en fin de journée de travail, à les faire parler, eh bien elles disent que ces problèmes-là, cette complexité qui s'exprime au niveau du réseau de soins, elle s'exprime à tous les niveaux. Et particulièrement au niveau logistique, quand il s'agit d'organiser les soins, quand il s'agit de trouver le bon matériel pour le bon patient, au bon endroit, au bon moment, avec de bons intervenants, eh bien c'est terrible. Et puis, il y a cette inadaptation du fait d'un manque de temps à la transformation numérique. Et elles sont démunies face à cette problématique. Et puis surtout, ces problèmes passent après leur vie de tous les jours, après leurs soins de tous les jours, et comment dire, elles ne se posent pas, elles n'ont pas le temps de se poser pour se poser des questions, elles n'ont pas de lieu, elles n'ont pas de temps pour le faire. Et ça ne peut pas déboucher sur des solutions et bien entendu sur une certaine conduite du changement dans des soins qui sont parfois critiques. Eh bien, parfois, l'ensemble de ces soignants passent outre toutes ces problématiques de mise en œuvre, d'observation manquée et de mise en œuvre de solutions adaptées, et ils vont bien au-delà. Et ils observent des problèmes très particuliers, de tous les jours, qui sont à l'origine d'une création entrepreneuriale. Je pense à Eliou qui a observé que les informations enregistrées par les soignants sur les lieux du soin qui étaient conservées sur les téléphones portables et même sur les ordinateurs, ce qui est totalement aujourd'hui interdit en structure de soins pour respecter la confidentialité, eh bien, les soignants avaient besoin d'une solution adaptée pour anonymiser ces documents et les rendre confidentiels, les protéger sur des serveurs sécurisés. EasyCardio configure des solutions d'organisation des cabinets de cardiologie de telle manière à donner toute facilité aux patients concernés par des problèmes cardiologiques pour prendre contact avec des spécialistes adaptés, pour bénéficier des examens complémentaires, obtenir un dossier unifié, très facilement exploitable et totalement protégé.
Ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours beaucoup d'attentes pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste de cardiologie. Et Easy Cardio propose une solution innovante de ce côté-là. Lumine.fr va faire voyager des pensionnaires d'EHPAD qui n'ont pas la chance de pouvoir sortir de leur lieu de résidence et de pouvoir partager ces moments de découverte avec leurs homologues. Eh bien, cette société va proposer des solutions de réalité virtuelle pour faire rêver, pour faire voyager nos aînés. C'est absolument extraordinaire. Before-Doc va anticiper la consultation d'anesthésie, va préparer les documents nécessaires à la consultation d'anesthésie de telle manière à ce que le spécialiste ne soit pas perdu dans tout un dossier complexe, parce qu'il faut savoir que 80% des ressources médicales sont consommées par 20% des patients complexes. Donc, les problématiques deviennent vite très complexes. Donc, Before-Doc propose des solutions de préparation de consultation. Maëla va permettre un suivi optimisé des patients à domicile après une intervention chirurgicale, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de frein, il n'y ait pas de friction, à ce que le patient puisse appeler la bonne personne si des indicateurs rendus par son téléphone portable deviennent inquiétants. EasyMedStat donne accès à tous les soignants, toute capacité de faire des analyses statistiques de manière extrêmement simple, de manière protégée, de telle manière à pouvoir partager la donnée médicale, la donnée de synthèse, la publication, de telle manière à pouvoir être présent dans des revues médicales à fort facteur d'impact. Et puis, l'organisation Medix va donner les moyens aux médicaux, les moyens de venir se rendre capables d'assurer un travail en totale collaboration. Il compte sur les capacités, sur les soft skills, l'écoute des soignants pour leur apprendre à travailler correctement en groupe et à configurer des solutions innovantes. Et puis, ce Patient Safety Database, qui est l'entreprise de François Jolin, eh bien, va se rendre compte qu'il suffit de très peu pour changer la donne dans l'organisation des soins, dans un réseau de soins, un peu comme le fait de marquer son nom et sa fonction sur sa tenue professionnelle. Il y a des petits détails qui changent la donne et qui nous évitent de d'apporter des risques aux soins. Donc, cela forme une population aujourd'hui encore peu connue, de plus en plus, à l'origine d'entreprises qui sont totalement innovantes et qui permettent d'optimiser les soins. Alors, lorsqu'on est créatif, lorsqu'on a cette volonté de résoudre les problèmes qu'on a observés, eh bien, comment le rester, parfois comment le devenir. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de freins émotionnels dans notre pratique qui ne nous permettent pas de nous concentrer, d'observer tous ces problèmes et tout du moins d'en proposer des solutions. Beaucoup de soignants, la majeure partie des soignants s'engagent dans l'écoute aux autres, dans l'utilisation de toutes leurs capacités pour apporter des solutions aux problèmes médicaux et parfois médico-sociaux aux patients. Ils s'engagent sur des valeurs très élevées. Ils s'engagent sur cette idée de partage, sur l'idée du désintéressement, sur l'altruisme que l'on peut proposer à nos patients et bien entendu dans toute l'efficacité nécessaire de problèmes souvent critiques. Cet engagement induit forcément une empathie qu'ils ont parfois naturellement et qui parfois s'accentue avec le temps, qui est induit avec le temps auprès d'acteurs humains qui vont leur apporter des informations parfois critiques, des informations en non-dit et qui ont des comportements parfois irrationnels. Et les soignants sont de véritables éponges. Ce sont des véritables éponges relationnelles et qui gèrent en permanence des tensions dont ils n'ont pas toujours conscience. Et le fait de vivre le soin de manière
comment dire, très profonde, tout sens en éveil, cette imbibition progressive avec le temps nous empêche finalement d'observer comme il faut notre entourage proche, parfois de décoder les sensations apportées par les patients, ce qui apporte une certaine anesthésie affective vis-à-vis d'eux, et ce qui va jusqu'à la survenue d'un syndrome très connu, qui est celui du burn-out, qui confine parfois au suicide ou à l'équivalent d'un suicide dans un contexte addictif. Ce que je voudrais dire, c'est que les soignants ne sont pas tous forcément faits pour endurer ce genre de difficultés et qu'on est très souvent en suradaptation. Et cette suradaptation est généralement à l'origine du phénomène de burn-out. Ce qui fait que environ 50% des médecins généralistes, ça c'est montré, des infirmières libérales et aussi des infirmiers, des chirurgiens orthopédistes, on manifeste des signes de pré-burn-out. On a aussi des freins organisationnels qui sont évidents. La vie d'un soignant est un problème sans fin de gestion du temps, de son énergie, un peu à la manière d'un chef d'entreprise d'ailleurs, qui fait que il est difficile de se ménager suffisamment de temps et de garder suffisamment de ressources pour aller jusqu'à un état de veille créative, un état où on est vraiment dans l'exploration et dans l'analyse. Et cette attitude-là nous est généralement laissée comme mode de vie lors de nos études, qui sont très longues, je pense aux médecins, lors de l'internat, où la norme ne valorise pas suffisamment les esprits indépendants, les esprits entrepreneuriaux, les esprits aventureux. On n'a pas encore dans l'idée d'avoir dans un service médical ou chirurgical, la personne qui va poser des questions, qui dérange, qui va aller un petit peu contre la hiérarchie très, très cadrée et qui ne nous permettra pas justement de remettre en question certains paradigmes qui finalement ne reposent pas sur des bases solides. Et puis on en parlait, il n'y a pas de lieu propice à cet échange, cet échange d'observation, à cet échange de solutions, excepté finalement dans des temps très particuliers qui sont des temps d'excès, des temps où on va oublier justement ses problèmes, on va oublier sa problématique et où finalement on ne va s'épancher que sous la pression d'excès et d'addiction parfois, et cela me semble très dangereux. Soignant Entrepreneur se propose d'aller explorer ce champ de la création chez les soignants, et notamment sous forme de l'entreprise. C'est mon credo depuis toujours. J'ai cet esprit sans frontières qui cherche sans arrêt une information, toujours une information nouvelle de toute nature pour nourrir justement cette inspiration, cette volonté de voir ce que personne ne voit, ce que personne ne veut voir, pour aller nourrir une inspiration et configurer des solutions. C'est ça qui m'a motivé pour aller rencontrer les différents créateurs d'entreprises. Je suis fondamentalement respectueux de leur aventure et pour essayer de comprendre comment ils sont passés de l'observation de la problématique à la configuration de solutions et à l'émergence d'un business model qui est fonctionnel et qui permet de diffuser progressivement cette solution, ce bien ou ce service qui permet de changer la donne dans la vie de tous les jours. Et je pense notamment aux solutions de protection, de confidentialité de l'information comme propose Icono. Soignant Entrepreneur se charge aussi d'être narrateur de ces aventures-là, d'aller en faire la synthèse
d'aller raconter cette histoire, et notamment sur le blog, et en montrant que l'entreprise de santé, l'entreprise faite par et pour le soignant, est une aventure extraordinaire qui se fait autour de l'humain patient et de l'humain soignant, avec des idées parfois extrêmement originales, parfois iconoclastes. Soignant entrepreneur se veut aussi un facilitateur qui va permettre aux différents créatifs, aux différents intervenants qui apportent des solutions aux créatifs de travailler et de donner le meilleur de lui-même, de permettre en fait aux créateurs d'entreprise et de rester leader, de rester promoteur de son idée de telle manière à ce qu'elle aille jusqu'au bout. Et puis, nous serons aussi les jardiniers parce que qui dit facilitation de projets qui viennent du terrain, qui viennent de tous les niveaux du terrain, c'est-à-dire des aides-soignants en passant par les infirmiers, en passant par les kinésithérapeutes, en revenant sur les médecins chirurgiens spécialistes ou médecins généralistes ou encore anesthésistes, anesthésiologistes, eh bien, ces projets peuvent changer la donne. Je pense fondamentalement que l'écoute des esprits d'entreprise individuelles est à la base de ce qui peut amener un changement durable dans des réseaux de soins qui sont extrêmement administrés, qui font partie de secteurs stratégiques pour notre État, et d'autant plus que la problématique du financement de la santé est la problématique essentielle. Il s'agit donc de rationaliser les solutions, et très souvent, les acteurs ne sont pas suffisamment écoutés. Le changement ne peut pas venir de ces acteurs de terrain qui sont considérés avant tout comme des officiers de santé et finalement beaucoup plus que d'acteurs du changement. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Olivier. Alors, on a pas mal de personnes qui sont arrivées pendant que tu parlais, donc bonjour à tous, j'en profite. Pour faire les petites présentations, donc je suis Flavien Chervet, CEO de la société Exoflow qui organise ce temps d'échange. Donc, on l'organise avec Olivier et donc avec Soignants Entrepreneurs en partenariat. Donc, Olivier est médecin et créateur de Soignants Entrepreneurs dont il a parlé. On fait ce temps d'échange sur le lien entre créativité et soins parce qu'en échangeant avec Olivier, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui venaient du monde du soin et qui s'appliquaient à la créativité et inversement. Bref, que c'était deux mondes qui en fait étaient assez connectés et on avait envie de les confronter un petit peu et de voir comment le soin pouvait aider à développer la créativité pouvait voir le jour dans le monde du soin ou en tout cas se développer dans le monde du soin, etc. Donc Olivier nous a déjà un peu parlé de cette thématique à travers son intervention. Moi, j'ajouterais deux petits éléments et puis après, je passerai la parole à nos invités, d'autant qu'il y en a un qui est arrivé, donc je laisserai aussi se présenter. Juste deux petits points. Il y en a un qui est, parce que tout le monde n'était pas là tout à l'heure, concernant cette question de l'empathie. En plus, ça rejoint la question qu'a posée, je crois, Solène, concernant les compétences du soignant. Donc, en effet, l'empathie est sûrement une des plus directes, une des plus évidentes. C'est un métier à vocation où l'empathie est presque un prérequis, on va dire. Et souvent, dans la créativité, et notamment dans les méthodes de créativité, surtout quand on est en entreprise et qu'on essaye de faire de la créativité pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont devoir trouver un marché, on parle de plus en plus d'empathie pour se mettre à la place de l'utilisateur final et essayer d'innover au plus proche de sa réalité. Et ne pas du tout être dans une posture créative un peu qui peut être celle de l'artiste qui a des idées dans sa tête et qui va essayer de les affirmer dans le monde, de les amener dans le monde de façon un petit peu volontaire et proactive. Là, l'idée dans les méthodes de créativité, design thinking, etc., ça va être d'aller chercher la créativité sur le terrain
en allant rencontrer des utilisateurs, en se mettant à leur place, bref, en étant dans le rôle d'observateur que tu évoquais, Olivier, pour le soignant. Donc là, il y a deux éléments déjà qui se rejoignent fortement dans cette posture qui va pour le soin et pour la créativité, une posture empathique pour aller se mettre à la place de celui pour qui on travaille. Et puis, une deuxième chose que tu as évoquée, c'est cette créativité qui vient du terrain, des gens qui sont au contact de la réalité opérationnelle. Ça aussi, on l'entend de plus en plus. On n'innove pas, on n'est pas créatif dans sa tour d'ivoire en croyant avoir des bonnes idées. On est dans un monde très complexe où pour sentir les choses qui peuvent avoir du sens, les nouvelles choses qui peuvent avoir du sens et les nouveaux besoins, il faut être au contact du terrain, il faut être au contact du réel. Et en effet, en entreprise, on parle beaucoup de décentralisation, le fait de mettre le pouvoir d'agir dans les mains de ceux qui font, parce que quand on a du pouvoir d'agir et qu'on est au contact du terrain, très souvent, on va être confronté à des problématiques, mais comme on a le pouvoir d'agir, on va pouvoir les résoudre directement et faire preuve de créativité. Donc, c'est très important d'avoir, quand on veut espérer avoir de la créativité sur le terrain, de décentraliser aussi le pouvoir, puisque être créatif, ça se fait pas si on n'a pas le pouvoir d'agir, le pouvoir de réaliser des choses, d'expérimenter, etc. Si on est complètement bridé, on peut avoir toutes les idées qu'on veut, on pourra jamais les mettre en œuvre et donc on est rarement créatif. Voilà les deux petits points que je voulais ajouter qui font un peu écho à ce que disait Olivier. Moi, avec un regard plutôt expert métier dans l'entreprise sur la créativité. Et si Olivier, je sais pas Olivier, si tu veux rajouter quelque chose, sinon on peut passer aux autres intervenants. Oui, tout à fait. Je voulais revenir sur la chose essentielle qui est que l'empathie t'amène à faire ce métier, qui n'est pas forcément une vocation. Et beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est-à-dire, pour moi, l'entrepreneur n'est pas tout, mais il fait. On ne peut pas dire le contraire, que c'est vraiment un acteur de A jusqu'à Z. Il configure des solutions, il crée des emplois. Enfin, en pratique, c'est quelque chose c'est un travail colossal. Donc, ces acteurs viennent en fait à la médecine, non pas forcément par vocation, mais ils viennent souvent par amour de la complexité. D'accord ? Cet intérêt pour la complexité, on le retrouve chez des gens qu'on appelle un peu prétentieusement multipotentiels. C'est vraiment très, très, très prétentieux, très galvaudé. Mais c'est dire à quel point ils ne sont pas forcément là que par empathie. Ils l'ont, et ça c'est clair. Mais ils sont là surtout parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une mine de problèmes à résoudre. Il y a une mine de solutions aussi dont on peut s'inspirer. Je voulais revenir là-dessus. Il n'y a pas que des soignants, il n'y a pas que, ce n'est pas que du sacerdoce. Cette empathie, chez ces gens-là, elle se développe avec le temps. Et je l'ai constaté dans ma pratique. Je n'étais pas forcément des plus empathiques lorsque j'ai commencé à soigner mes congénères. Et c'est terrible parce qu'avec le temps, elle devient omniprésente. Elle devient maladive. D'accord ? Et ça, je pense qu'avec le temps, c'est à la fois un formidable carburant pour la créativité, mais en même temps, ça vous mine. Ça vous mine quelque part. Et après, vous n'osez plus tenter les choses, vous n'osez plus proposer des solutions innovantes parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans les clous, par exemple. Et puis, il y a aussi cet épuisement émotionnel qui peut venir derrière avec le burn-out qui s'affirme avec le temps. Le fait d'avoir des tensions, parce que finalement, on retient ce qu'on retient de notre expérience lorsque ça ne se passe pas comme il faut, parce qu'on a des patients qui ne vont pas bien, qui ont des séquelles notamment, eh bien, ce sont ces facteurs, ce sont ces résultats plutôt négatifs qu'on retient. C'est ça qui vous mine avec le temps. Et vous avez beau soigner des dizaines de milliers de patients, lorsqu'ils vont bien, vous avez tendance à les oublier par rapport à ceux qui ne vont pas bien. Alors, ça nous permet d'identifier des problèmes et d'apporter des solutions, mais ça devient un fardeau qui est compliqué à gérer sur le long terme. Et puis, pour le pouvoir d'agir, je parlerai effectivement des acteurs de santé qui sont considérés essentiellement comme des officiers. Et le fait de produire du soin sans avoir la capacité de changer son organisation, c'est profondément décourageant. Et dans ces conditions, ceux qui réagissent
du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'identification du problème jusqu'à la configuration de solution et la création d'entreprise, ce sont ceux que moi j'appelle les soignants entrepreneurs et que je cherche à mettre en avant pour essayer d'en faire des exemples, parce que je pense qu'ils ont une vie qui est exemplaire. Cela nous donne une transition absolument parfaite pour donner la parole, alors dans un premier temps, à Elio Di Segni, puisqu'il a une aventure entrepreneuriale justement à nous raconter. Donc Elio, si tu es avec nous, est-ce que tu peux activer ton micro, ta caméra et peut-être te représenter si ce que j'ai dit n'était pas suffisant et ce n'était sûrement pas, et nous faire ce retour d'expérience sur ton projet Icono. Bien sûr, bonjour à tous du coup. Donc Elio Di Segni, je suis interne en chirurgie orthopédique. J'ai le plaisir de faire la même spécialité que notre très cher ami Olivier Ray. Et j'ai cofondé du coup Icono, dont je vais vous parler tout de suite. Donc je rejoins un petit peu ce qu'ont dit les personnes qui ont parlé avant moi, principalement Olivier. Les idées comme ça, en effet, elles sont rarement des petites ampoules qui apparaissent au moment de la tête quand on réfléchissait juste en se disant comment est-ce que je peux devenir riche et puissant plus tard. C'est plus mince, j'ai un problème aujourd'hui, il faut que je trouve une solution. Et donc, alors à l'hôpital en tout cas, il n'y a pas beaucoup de réponses à ça. Vous avez un problème, soit la solution existe déjà, très bien, vous pouvez continuer, soit la solution n'existe pas, et là, vous avez quelques possibilités seulement devant vous. La première, c'est comme beaucoup, râler contre le système, et à la fin, que ça vous mine, comme on disait, que partir en déprime, partir carrément de l'hôpital, partir en privé, changer de choses. Moi, j'en connais qui, voilà, ils ont changé de métier carrément, parce qu'au bout d'un moment, ils supportaient plus tous ces problèmes qui s'accumulaient. Et c'est pas forcément des problèmes médicaux, comme vous pouvez penser, j'ai pas réussi à soigner tel patient. Non, non. C'est des problèmes organisationnels, des problèmes vraiment du travail de bureau auquel nous, on n'est pas formés, on n'a pas forcément signé initialement. Donc ça peut être ça. Voilà. Vous dites j'abandonne et je laisse tomber. Il y a le système D. Le système D, c'est quoi? C'est dans un service où je suis passé, où j'ai observé la liste des patients qui pouvaient pas être opérés. Donc pour se mettre des rappels pour pouvoir les opérer, c'est pas sur votre logiciel comme vous pensez de l'hôpital qui va vous mettre un rappel. N'oubliez pas, tel patient doit être opéré dans 25 jours. Non, non. C'était une feuille blanche sur laquelle on a noté le nom des patients et on a mis une punaise dans notre bureau sur le mur pour pas oublier les patients. Voilà, ça c'est le système D. Et après, vous avez la petite idée en se disant peut-être que si je faisais ça, et c'est de là que peut partir, je pense, l'innovation et la naissance d'un projet. Nous, c'est comme ça que ça s'est passé pour Icono. Depuis que j'ai mis les pieds à l'hôpital, j'ai remarqué que les photos qu'on prend des patients, donc quand on fait des suivis de plaies, se faisaient avec les téléphones personnels. Et donc, comme disait Olivier tout à l'heure, le problème, c'est que c'est interdit par la loi et donc par la RGPD, qui est une législation quand même européenne, de garder des photos, qui sont des informations sensibles sur vos portables. Et en plus, les photos ne sont pas stockées dans l'ordinateur et dans le dossier du patient. Donc, on a développé avec un développeur informatique qui se trouve être mon cousin. Et c'est là où j'ai eu la chance en fait de pouvoir avancer, c'est que c'est mon cousin qui était dans cette branche de l'informatique et qui m'a permis un petit peu de me challenger en disant mais si, quand je lui ai parlé de ce problème, il m'a dit bien sûr que c'est faisable. Moi, je te fais une petite version comme ça en un mois et tu vas me dire ce que tu en penses. Et en testant ça un petit peu entre nous, j'ai montré à certains de mes collègues et c'est là où un petit peu tout a avancé très vite parce que les gens se sont mis à avoir un certain intérêt pour ça. Donc on a monté ça, donc cette application qui prend la photo, ne la stocke pas sur votre téléphone, elle la stocke sur un serveur sécurisé, donc qui répond vraiment à la loi. Et la chance que j'ai eue, c'est de me trouver dans un hôpital à ce moment-là, qui est l'hôpital de Valenciennes, qui est un hôpital qui est très axé nouvelles technologies. Et donc voilà, c'est là où je pense que quand on est soignant, si on se retrouve tout seul avec notre idée, il faut savoir qu'en fin de compte, on n'est pas vraiment tout seul. Si vous n'avez pas la chance d'avoir, comme j'ai eu, par exemple, un développeur d'un famille ou dans les contacts, dans les amis proches, vous pouvez toujours vous tourner vers les DSI, donc les directions des systèmes d'information, les DRI, les directions de la recherche et l'innovation, les hackathons, qui sont des grandes réunions qui mettent en collaboration des porteurs de projets et des développeurs, des choses comme ça. Alors, c'est jamais simple. Hein. Je vous dis pas que le DSI est simple à joindre. Ça a mis 2 ans pour pouvoir avoir une personne au téléphone. Les directions de recherche d'innovation sont très occupées. Hein. Souvent, c'est dans les gros CHU, donc c'est aussi très compliqué à contacter. Les incubateurs aussi. Voilà. Bon, c'est jamais simple. Là, dit comme ça paraît très, très, très rapide et très, très succinct, mais c'est une petite bataille quand même pour pouvoir accéder à toutes ces personnes-là. Mais je pense que quand on sait qu'on est à l'intérieur, donc on est vraiment un des rouages. Alors je vais pas dire que je suis le rouage principal, mais les internes quand même font
font bien avancer dans les hôpitaux L'hôpital, ouais. publics. Ouais. Ouais. Et donc, on est vraiment à même de savoir quel est le besoin et surtout quelle est la solution. On crée quelque chose de très très simple qui justement va permettre de débloquer le petit problème qu'on a là sans monter une multinationale derrière. Mais c'est juste, on crée une solution qui va nous permettre de faciliter notre expérience et notre activité quotidienne. Elio, je peux te poser une question. Est-ce que tu avais parlé de l'observation de ce problème à tes supérieurs hiérarchiques ou à des responsables? Tu leur as dit, écoutez, on a un problème, on a un souci, tout le monde fait des photos, ça va pas. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous voulez qu'on fasse j'ai une solution. Comment ton attitude a été jugée, a été appréciée? Alors, il y a les petites railleries initiales. T'arrêtes la médecine, bon voilà, tu te mets dans l'entrepreneuriat, ça c'est une chose, mais c'était rigolo. C'est surtout, ils me disent, mais je comprends pas quel est le souci. On a WhatsApp pour s'envoyer les photos. Je savais pas. J'ai une personne qui m'a dit, même un petit peu avec un peu de, on va dire, d'agressivité, je comprends pas l'intérêt que vous essayiez de développer quelque chose pour nous le faire payer, alors que WhatsApp est sécurisé et fonctionne très bien. En fait, les gens n'ont pas cette notion que les photos médicales et que les données patients sont des données hautement sensibles et que la sécurisation de WhatsApp n'est pas du tout suffisante. Donc en fait, c'est comme ça que ça a été accueilli initialement et ça a été le travail, ça n'a pas été de les convaincre que c'est intéressant, ça a été de le convaincre qu'il y a un problème initial. Et c'est là où les directions des systèmes d'information et donc les directeurs d'hôpitaux ont été beaucoup plus sensibles parce que eux sont conscients. Mais comme les médecins, c'est pas leur faute, hein. Les médecins, et je dis les soignants en général, sont pas du tout au courant et formés sur ces législations. Du coup, ils voient pas où est le problème. C'est ça, on voit pas le problème. Voilà. Merci Elio, merci beaucoup. Et donc, Elio, toi, tu gardes des activités médicales aujourd'hui ou tu es à 100% pour ce projet? Ah non, non, non. Moi, je suis encore interne, donc c'est-à-dire que je suis encore dans ma formation chirurgicale. J'ai passé ma thèse que très récemment, il y a quelques mois seulement. Donc, non, je suis en plein dans ce développement. C'est une activité annexe, mais qui en fait, parce que ça me facilite la vie de tous les jours. Là, pour donner un exemple, j'ai changé de service récemment. Aujourd'hui, j'ai été confronté en consultation à un patient qui vient pour la 3e fois. Et en fait, j'avais aucune notion de comment était sa plaie initialement. Il vient juste pour le suivi de sa plaie. Mais comme on a changé d'interne, je sais pas à quoi ressemblait sa plaie. Donc, j'ai commencé à utiliser Icono. Mais pour stocker l'information et pour qu'on ait un meilleur suivi sur les semaines à venir. Mais voilà, je l'utilise pour l'instant dans mon exercice quotidien. Très bien. Merci beaucoup. On Merci à va toi. passer à Jean-Marc Desmet. Donc, je le laisserai se représenter lui aussi et qui, je crois, va nous parler de l'éducation au travail collaboratif qu'il y a besoin de faire dans le monde du soin pour développer un peu la capacité des gens à travailler ensemble et à créer ensemble la créativité venant souvent des interactions entre les gens. Donc, Jean-Marc, je ne sais pas si c'était un bon teasing, mais je te laisse y revenir. Oui, merci Flavien pour cette introduction. Simplement rajouter effectivement, j'ai un parcours un peu éclectique puisque j'ai fait de la médecine générale pendant 2 ans, la médecine d'urgence pendant 8 ans, et puis j'ai repris effectivement la spécialisation de médecine interne, ce qui m'a fait parcourir différents domaines de la médecine avec des métiers totalement différents les uns par rapport aux autres, ce qui m'a déjà ouvert à une dimension transversale évidente. Alors, j'avais envie quand même de recontextualiser ici la soirée parce que on vit, je pense, une période vraiment bien de changement de paradigme. Alors, on vit à travers la crise du Covid une accélération des possibilités de créativité. Alors moi, j'ai commencé avant de lancer Medix, qui est tout frais. J'ai lancé il y a une dizaine d'années une association type Fondation 1901 qui s'appelle toujours d'ailleurs Soignants en conscience, et dont le but était de permettre aux soignants de se retrouver et en tous les cas de se reconnecter à ce qui donne sens à leur métier. On a parlé beaucoup de burn-out, et je pense que on ne peut donner que ce qu'on a. Et donc, si on veut donner la santé aux gens, il faut déjà être nous-mêmes particulièrement en santé. Et effectivement, il suffit de voir les épidémies de burn-out qui sévissent dans notre profession pour se rendre compte que c'est loin d'être le cas. Et donc, je me suis dès lors intéressé, et donc j'ai élargi mes casquettes depuis 4-5 ans, en me formant d'abord au coaching,
qui m'a permis vraiment d'ouvrir cette dimension encore plus d'écoute active. Je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'empathie, mais vraiment de mettre dans une position basse et non pas la position haute du médecin classique, qui m'a ouvert vraiment pas mal de clés de questionnement. Et j'ai complété ces formations par de la formation en intelligence collective, dont je suis maintenant facilitateur de groupes mastermind. Mastermind, ça veut simplement dire des petits groupes de 7 à 8 personnes qui vont avoir une vision transversale d'un projet personnel qu'ils veulent voir chacun évoluer. Et je viens de terminer une première étape d'une formation dans les soft skills. Les soft skills étant les compétences comportementales qui donnent finalement toute la qualité, la troisième dimension du soignant, au-delà des connaissances qui sont bien entendu indispensables, mais qui, associés aux soft skills, sont vraiment essentiels. Et ça, c'est au bout de 22 ans de médecine, je peux vous dire qu'effectivement, ça fait beaucoup de différence dans la prise en charge d'un patient. Parce qu'au bout du compte, le médecin, sa finalité, c'est de soigner, mais c'est de soigner quelqu'un avec son niveau de compréhension. Et donc, il faut pouvoir nous descendre parfois de notre piédestal et de sentir la musicalité de chacun de nos patients. Et donc, avec cette expérience-là, j'ai permis à plus de 300, 400 médecins de faire des week-ends de ressourcement, mais également à peu près 2000, 2500 soignants, des soirées, des conférences, des ateliers. Enfin, c'était toujours de manière très pratico-pratique. Et donc maintenant, j'ai décidé, et Medix, c'est ça, c'est d'amener des médecins cliniciens qui sont en contact, comme on en a parlé, qui sont vraiment au contact de terrain, de leur permettre d'agir et de développer leur projet à travers d'outils que sont l'intelligence collective et que sont la culture des soft skills. Et pour ne pas être, comment dire, un marchand de programmes, j'ai décidé de proposer en fait des valeurs, parce que je pense que c'est ce qui donne du sens, c'est les valeurs. Et pour faire court, et je ne veux pas faire trop long, mais simplement les 4 valeurs de Medix, c'est travailler sur le mindset, l'état d'esprit. Et là, je pense que ça peut rejoindre l'état d'esprit des entrepreneurs dont on a parlé. L'excellence, mais pas dans le sens académique du terme, mais vraiment dans le sens donner le meilleur de soi, ce qui est vraiment notre valeur ajoutée, ce qui est notre lumière. L'autonomie du soignant, parce qu'on est particulièrement bridé. Alors moi, je viens de Belgique et je pense que c'est moins pire qu'en France, mais quand je vois les systèmes qui brident la liberté thérapeutique, c'est vraiment problématique. Et la 4e valeur, qui est la synergie, donc cette capacité à fonctionner ensemble. Donc voilà, c'est en tous les cas à travers ce réseau que je propose à des groupes de soignants de travailler sur leur projet, mais avec une vision transversale, parce qu'on a la chance de pouvoir travailler son projet avec 7 autres soignants, médecins, sur une période de 6 mois. Et voilà. Merci Jean-Marc, merci beaucoup. C'est ton observation à toi d'avoir justement t'être rendu compte que les soignants de terrain étaient en manque de compréhension intime, profonde avec leurs patients, et qui n'avaient pas les mots, qui n'avaient pas les attitudes pour être efficaces en fait, pour être en phase, et qui n'avaient pas non plus les outils pour travailler avec les autres acteurs du réseau de soins et de manière transversale. Ça, c'est ton observation à toi, c'est bien ça? Oui, ça c'est mon observation. Maintenant, c'est effectivement pas le point d'entrée des personnes, hein. Je pense que c'est vraiment une deuxième étape. C'est vraiment, on en prend connaissance que quand on a d'abord pris connaissance de ces valeurs.
Et comme l'a témoigné justement Olivier, on peut ne pas être en connexion avec ces valeurs d'empathie, mais les avoir au fond de soi. Et moi, je suis persuadé que la majorité des soignants ont ces valeurs d'empathie, et c'est le système, le mode de fonctionnement qui les sépare de ces valeurs-là. Tu veux dire qu'ils ne perçoivent même pas le problème, en fait, d'accord? Ils ont un problème en eux, mais ils ne le perçoivent même pas. Et le fait d'en parler, eh bien, amène chez eux l'intention de vouloir effectivement s'améliorer et se rendre plus efficace. J'essaye de connecter cela avec la créativité. C'est ta créativité à toi, hein, encore une fois, d'avoir identifié ce problème-là et d'avoir donné une solution, nous sommes d'accord, mais est-ce que l'attitude de Medix est à l'origine de la révélation d'un certain potentiel créatif chez les individus soignants? Et est-ce qu'il leur donne les capacités en transversalité à pouvoir proposer, à observer, à proposer des solutions et surtout à leur permettre d'avoir le pouvoir d'agir sur lequel insistait Flavien. En fait, quand on est réunis, quand on est tous ensemble et qu'on va dans la même direction, ça se passe mieux généralement. Et c'est comme cela qu'effectivement, outre l'initiative entrepreneuriale dans laquelle je pas beaucoup, c'est quand même la force du groupe professionnel, transversal, pour aller proposer des solutions à une hiérarchie parfois un peu pesante, un peu complexe. Outre en alternative à l'initiative entrepreneuriale. Tout à fait. Écoute, on a clairement pu l'expérimenter parce qu'on a utilisé d'ailleurs un outil que tu utilises apparemment, donc le design thinking pour mettre en place dans notre service de dialyse des tables de co-construction avec les différents acteurs, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, les patients. Et donc, ce modèle-là, on a pu, au bout de 2 ans, le faire accepté par le chef de service qui en a fait un projet de service. Et puis, grâce… 2 ans. Ouais. 2 ans 2 ans pour 2 ans pour commencer à sensibiliser en tous les cas à ces éléments-là. Maintenant, c'est sur ces 2 dernières années, le projet a été mis en place et on a eu la plus belle récompense, c'est que l'HAS qui accrédite les hôpitaux est venu et donc on a eu des auditeurs français qui ont audité. On a le premier hôpital belge à avoir eu l'accréditation HAS. Et bien, ils ont entendu parler du projet et donc on leur a présenté et ils ont demandé qu'on vienne en parler dans leur structure. Donc là, c'était la consécration parce que là, je n'avais pas encore l'aval, enfin, ma direction médicale ne me soutenait pas, ça venait du projet, ça venait du terrain, quoi. Et donc suite à ça… Explique-moi, en pratique, ta direction médicale ne te soutenait pas, mais l'HAS est venu te trouver en validant ton process et en voulant l'étendre ailleurs. Enfin, c'est différent, ça. Jean-Marc, ouais. Explique-nous, raconte-nous cette aventure, ça m'intéresse. Non, ce qui s'est passé, c'est que dans le processus d'accréditation, il y a des personnes qui viennent voir. Et puis, une des personnes qui s'occupe de la qualité a parlé de notre projet, de notre service au service d'accréditation. Et donc, ils ont dit, ah, mais ça, c'est intéressant, on aimerait bien écouter ce docteur. Et donc, j'ai présenté le projet aux auditeurs de l'HAS. Et là, certains membres de la direction médicale sont venus parce qu'ils ont découvert mon projet à ce moment-là, quoi. Belle histoire, belle histoire. C'est très instructif, effectivement. Quand tu as affaire à tes décideurs, tes propres administratifs, même si j'ai beaucoup de respect pour cette fonction, parce qu'elle est complexe, mais que ce soit tes interlocuteurs habituels, privilégiés, directs, c'est pas vraiment un supérieur hiérarchique, mais c'est tout comme, donc ils ne t'écoutent pas. Et puis, il y a une instance qui est encore plus haut située, qui vient de trouver en disant, mais dites donc, docteur DMS, c'est drôlement bien ce que vous faites, on pourrait s'en servir. C'est hallucinant, quoi. Bon, bref. Alors, est-ce que cette problématique vient justement
d'une division au sein de votre service, entre différents praticiens qui n'arrivent pas à se coordonner pour être convaincants et qui ne trouvent pas ce pouvoir de changement, ce pouvoir d'agir dans leur propre structure de soins? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en plein changement de paradigme et on a encore des structures pyramidales hiérarchiques qui n'ont pas encore compris qu'on était passé dans un système circulaire. Et donc, ils se font dépasser. Par rapport à la crise du Covid, moi, j'ai un dossier où j'ai écrit 7 courriers à la direction médicale qui ne m'a jamais répondu. Et dans ces 7 courriers, les choses, chaque fois que je demandais, j'avais 3 semaines d'avance, que ce soit par rapport au masque, par rapport à tout ça. Et j'ai le dossier, il est là, et donc ils n'écoutent toujours pas. Et donc, pour vous dire que la reconnaissance, elle vient pas de la hiérarchie, elle vient des actions. Et donc, très concrètement, pendant la crise Covid, j'ai mis en place des webconférences dans la néphrologie donc pour mes pairs. Et tous les lundis, je faisais une réunion avec 60 à 70 néphrologues qui étaient tout contents de faire le point de la situation. Et résultat des courses, alors que je n'étais pas candidat, ils m'ont nommé il y a 3 semaines président du groupement des néphrologues. Et donc, ça, c'est vraiment la preuve que le paradigme est en train de changer et que ce n'est plus, voilà, moi, c'est pas la fonction. La première chose que j'ai fait, c'est dire, OK, j'accepte à partir du moment où on a une commission circulaire et chacun définit son objectif. Et donc là, il y a un changement de paradigme. Le mode pyramidal s'effondre par la base, mais la base n'est pas encore entendue par cette polarité qui reste encore accrochée à son pseudo-pouvoir. Et c'est pour ça que je pense qu'on est bien plus nombreux qu'on ne le pense et qu'il faut qu'on se rejoigne non pas sur une structure ferme, mais sur des valeurs. C'est pour ça que Medix se base sur des valeurs. Tu sais, Jean-Marc, que tu es en train d'approcher un concept très important et qui est à l'origine de ce qu'on appelle en stratégie un avantage compétitif majeur, qui est, et c'est assez rare en fait, c'est très rare dans l'histoire des entreprises, qui est ce qu'on appelle l'innovation managériale. C'est-à-dire qu'on change d'organisation, on dit le pouvoir maintenant on va le partager, on va travailler en transversalité, mais sérieusement et pas seulement pour la gaminerie. On va chanter un niveau hiérarchique et on va passer à, on met nos administratifs, les pauvres, au placard, on les placardise et on passe à un niveau hiérarchique bien supérieur. Donc ça, moi, j'appelle ça l'innovation managériale. Et en termes de stratégie, ça, c'est fort. C'est très fort. Bravo encore, Jean-Marc. Je vous remercie. Voilà, donc en fait, notre hiérarchie administrative, hospitalière, ne voit pas forcément d'un bon œil le changement. J'évoquerai le fait que cela est vraiment paradoxal. Nos administratifs, ils changent à peu près tous les 2 ans, d'accord, hein? Ceux qui décident de l'avenir d'un établissement de soins, je parle du mien notamment, ils changent tous les 2 ans. Pour en avoir parlé avec un de mes confrères, amis, mais aussi patients, il n'y a pas très longtemps, qui se trouvait chef de service en chirurgie, d'ailleurs, bon, je ne dirai pas qui c'est. Cet ami me dit, mais on a beau se démener, on a beau essayer de trouver des solutions à des problèmes de tous les jours, des problèmes qui n'intéressent personne, quand on trouve des solutions, on nous dit, on va voir, on le fait, et les responsables tournent tous les 2 ans. D'accord? Tu veux du changement? Tu en as du changement. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que c'est un changement que l'on a dans nos décideurs et dans nos décideurs d'influence. C'est quand même paradoxal. Voilà, je voulais terminer là-dessus parce que c'est assez étonnant. Je voulais passer dans le cadre de la création. Au fond, je pense que la liberté individuelle et la liberté d'entreprendre est fondamentale. Si toi, tu n'avais pas entrepris de ton côté, Jean-Marc, cette action, on n'aurait pas cette conséquence aujourd'hui, qui est qu'on commence à reconnaître dans la hiérarchie hospitalière ton action et ton individualité. En fait, on reconnaît ta liberté, on reconnaît ta capacité d'entreprendre. Bien. Donc, je pense que c'est l'originalité, l'anticonformisme ambiant
des soignants entrepreneurs qui va vraiment changer les choses. Voilà. C'est l'action de 10, de 15, de 30, de 40, de 50, j'espère de 100 bientôt, qui va changer les choses de manière positive. Et forcément, sans forcément brasser des milliards de dollars de chiffre d'affaires et donner un conflit d'intérêts. Mais je pense fondamentalement que c'est la liberté individuelle, celle d'entreprendre avec la rentabilité et l'éthique nécessaire qui vont changer les choses. Donc en cela, il va falloir établir un projet à partir de la constatation d'un problème et de la configuration d'une solution. Et ce projet, il est avant tout, à mon sens, entrepreneurial. Il n'y a pas que. Qui dit entreprise ne dit pas forcément entreprise lucrative. Parfois, il y a une entreprise associative. Donc, tout est possible. Mais il y a cette volonté de changer les choses et peut-être le monde. Et dans cette veine, je veux donner la parole à un esprit extrêmement brillant, iconoclaste et comment dire, impitoyable, qui est celui de Philippe Cadic, qui est un grand spécialiste de médecine d'abord, de médecine et d'utilisation de laser en dermatologie. C'est un grand technicien et c'est surtout un configurateur de solutions informatiques, software, hardware qui est hors pair. C'est un talent extraordinaire. On profite de ce poste sur LinkedIn avec délectation et il a accepté de nous parler justement de la difficulté de gérer un projet, de le mettre en œuvre et de trouver les individualités, les talents pour permettre à ce projet d'aller jusqu'au bout. Merci Philippe. Alors, on branche le micro, c'est bon. Merci Olivier. Déjà, c'est une sacrée bouffée d'oxygène de vous entendre tous. Moi, je suis un vieux de la vieille. Ça fait presque 40 ans que j'attends ce webinaire et il est enfin arrivé. Alors, je vais voir si je peux vous faire un PowerPoint. Comment on fait ça? Ici, je pense. Voilà. Je vais vous faire un espèce de recul. Je vais me présenter quand même rapidement. Je suis né en 1970, dans le siècle dernier. J'ai appris à programmer en 1981, alors qu'on m'interdisait de le faire. Et j'ai fait médecine après. J'en ai profité également pour faire du droit médical. Et puis, je me suis retrouvé en licence de droit privé, droit des entreprises, parce que la médecine m'emmerdait. Elle était trop cadenassée. J'ai commencé à m'apercevoir que j'étais créatif et insomniaque, ce qui est pas mal en général. Merci les gardes pour nous dérégler le rythme. Et j'ai créé une association qui s'appelait à l'époque, dans les années 90, l'Association pour une communication de qualité, abréviation l'ACQ, où j'ai testé des concepts. Et je me suis rendu compte en fait que la créativité permet de faire pas mal de choses et que je prenais mon pied en fait à faire des choses. J'ai un antécédent, c'est que mes parents étaient profs d'électronique, donc ça a quand même vachement aidé. Donc Olivier, tu m'as demandé de faire un topo sur trouver un alter ego créatif en tech médical. Donc je vais essayer de vous faire un dézooming avec un recul sur les 30 dernières années où j'ai essayé. Vous présenter des pistes, vous présenter des pourquoi ça marche pas, et bien évidemment finir par un aspect positif. Conflit d'intérêts, j'en ai pas beaucoup. J'ai créé à peu près une demi-douzaine d'entreprises sur plusieurs continents depuis les années 2000. Les vieux de la vieille me connaissent sur la création du site internet Médecins Remplaçants dans les années 90, qui mettait en relation les médecins installés et les médecins remplaçants sur une base open source. J'ai fait du syndicalisme de combat dans les années 2010 et puis je m'amuse maintenant dans l'open source. Donc je suis en CELARL, j'ai une CELARL à visée esthétique, déconnectée du système administratif, et je finance avec la CELARL des activités de recherche et de développement. Alors j'ai vu des difficultés lorsqu'on veut trouver un alter ego dans la médecine. Et j'ai essayé de les synthétiser. Bon, ça sera quand même assez poil à gratter, assez provocateur, mais je pense que vous me connaissez maintenant. Je crois que le médecin n'est pas fait pour travailler en équipe. On passe 10 ans de notre vie à se battre contre l'autre, à l'écraser pour passer dessus. Et je pense que ça, c'est un élément qui fait des dégâts psychologiques et qui va nous empêcher d'être hyper créatif et d'être hyper créatif en équipe.
il y a une reprogrammation à faire qui est loin d'être anodine. Tout à fait, absolument. On a pendant 10 ans également formé avec des méthodes que j'appelle conservatrices, où pendant son internat, on a droit à t'es nul, t'arriveras jamais à rien, qui occasionne aussi des dégâts psychologiques en termes d'estime de soi et de ses capacités à se remettre en question, à sortir de sa zone de confort, alors qu'on a très largement les capacités intellectuelles de le faire. On est capable de gérer des patients ultra instables avec un psy qui hurle dans le service, une infirmière qui pleure, une vitre qui explose, des pompiers qui arrivent dans tous les sens. On est capable d'affiner une dialyse, de stabiliser un patient en détresse respiratoire alors qu'il y en a 3 autres en même temps. Donc on est parfaitement capable d'apprendre des choses toutes simples pour booster sa créativité. Par contre, on n'ose pas le faire. Là, j'enforce des portes ouvertes. Ça fait 100 ans qu'on a une espèce de mandarinat hiérarchique pyramidal qu'on évoquait tout à l'heure, qui est parfois centré sur le détournement du travail des autres et qui, en gros, coupe toutes les têtes qui dépassent. Et on a surtout, je pense qu'il y a un gros problème au niveau universitaire. C'est en train de changer, fort heureusement, mais moi, je l'ai vécu. On a des gestions de postes planquées où le moindre pseudo-expert qui sait changer ou nettoyer la boule de sa souris devient un expert d'une chaire d'enseignement et qui va bloquer en fait tous les gens qui sont susceptibles de lui faire de l'ombre. Et ça, je pense que c'est un sérieux problème dans l'esprit d'innovation dans les universités et après. C'est en train de changer, fort heureusement, mais moi je l'ai vécu pendant 20 ans. Et puis un aspect majeur également qui est en matière universitaire, on a des dogmes. Je dis les dogmes monaco-tibétains. Le libéral, c'est pas beau, c'est l'argent, et l'argent, c'est sale. Donc forcément, l'entreprise, c'est sale. Et je crois que ça, ce sont des choses qui sont petit à petit intégrées dans le cerveau de nos jeunes et qui ont du mal à se déprogrammer pour pouvoir créer. Tout à fait. Alors par contre, il y a, dans ce monde de brut, il y a quand même des espoirs. Et ça, je l'ai vécu et je trouve que c'est magique. Depuis les années 2000, on a une démocratisation de la technologie. Toutes les startups rêveuses des années 2000 sont mortes. Donc ça a fait table rase. Et maintenant, on a une forme de, je dirais, de maturation de la conscience numérique. On a des jeunes qui sont nés avec, et ça permet de bouger. On a de plus en plus, sans être prosélyte, de formation, de diplômes universitaires qui parlent de santé connectée, d'ingénierie. J'ai été récemment approché par des écoles d'ingénieurs et d'électronique qui veulent intégrer des soignants pour les former de façon à avoir de véritables interlocuteurs dans la conception de cahier des charges, etc. Ça pour avoir une interface en fait entre les deux milieux. Et il y a une ouverture d'esprit parfois plus importante du côté des universités purement électroniques que des universités médicales. Et je trouve que c'est une bonne chose. On a des internes en médecine qui s'inscrivent directement en école d'ingénieur, en école d'électronique, qui ne demandent rien à personne et qui sont dans un mode fuck the system qu'on évoquait tout à l'heure. On a, je pense, un point extrêmement important, c'est la démocratisation de l'accès à la connaissance qu'on n'avait pas dans les années 90. Maintenant, les choses sont devenues simples. On peut bypasser le système pyramidal qu'on évoquait tout à l'heure de publications qui sont verrouillées. On peut publier en direct nos travaux. Et pour rechercher des alter-ego, ça, c'est un outil extrêmement puissant. Les alter-ego, en fait, vont chercher la même chose. Et finalement, les gens un peu atypiques se retrouvent. Et les outils d'Internet permettent de se trouver et de se chercher surtout. Il y a des choses extrêmement importantes. Créer un concept dans les années 90-2000, ça fallait de l'argent. Maintenant, on a pas mal de possibilités de créer des preuves de concept. De par l'évolution des technologies et des outils qui permettent de créer ces concepts, il n'y a plus besoin d'investissement lourd. Et pour ceux qui ont des cabinets libéraux et autres, on a la possibilité d'autofinancement. Et on a eu droit à un sacré coup de pouce du Covid-19 qui a permis de braquer des projecteurs sur la réactivité des soignants. Parce que pendant cette période, je vais être un peu poil à gratter, mais il y en a plein qui se sont enfermés dans les bunkers, je pense aux administratifs, qu'on n'a plus entendu parler, et qui savaient que s'ils la ramenaient, ils allaient s'en prendre une. Et ce qui a permis en fait de libérer une créativité qui était en nous, dont on n'avait pas conscience, et qui a pu être démontrée. Donc je pense aux Fab Labs, je pense à des Fab Labs dans les universités parisiennes. Ça a bougé en fait. Et on a foutu la paix une fois pour toutes aux soignants en leur virant tous les protocoles. Et je me marrais tout seul, c'est de voir que 15 jours avant, on me faisait chier pour une température d'un demi-degré dans le frigo qui n'était pas cachère. Et puis deux jours plus tard, on voyait des soignants avec des masques de 2009
ou voir des masques de Décathlon qui opéraient. Et il n'y a pas eu plus de morts. Alors, comment j'ai fait pour trouver des alter ego depuis 90 ? Ouais. Entre 1997 et 2000, en gros, le désert, le néant absolu, personne au niveau, Far West, aucune formation universitaire, quelques médecins passionnés dans les labos pharmaceutiques, mais il y avait quand même une connexion business derrière, où on développait des outils Palm Pilot, des outils connectés, mais avec une finalité de remis médical, remis de visite, donc c'était, je pense, assez biaisé. Et entre 2010 et 2020, par contre, on a eu l'essor des réseaux sociaux, des forums, des sites LinkedIn, des groupes Facebook, une ouverture des esprits aux formations parallèles, une ouverture du monde universitaire aussi aux étudiants qui étaient un petit peu aliens, et la possibilité pour les aliens de publier des travaux en dehors des boucles auto-verrouillées, capitalistiquement et pharmaceutiquement verrouillées, ce qui a permis une sacrée bouffée d'oxygène. Alors en pratique, avec le recul, j'ai jamais été capable de trouver un alter ego pour développer un concept de business. J'ai jamais été capable à l'époque de trouver un confrère avec une double ou une triple casquette qui avait et à la fois une vision d'entreprise, une culture de l'entreprise, une culture du management, une culture de l'inventivité et une culture médicale. Tout ça dans une même tête. C'est extrêmement difficile et énergivore de faire le tri sur les gens qui se prétendent experts. Et en fait, il y a une pollution extrême, ce qui fait que l'énergie dépensée fait qu'il vaut mieux être tout seul. J'ai trouvé également pas mal de gens, lorsqu'on les approchait, notamment les sachants, qui, à force de s'être pris des coups pendant des années, ont décidé d'être discrets, de faire profil bas, extrêmement méfiants et qui, en fait, étaient perdus pour la créativité. Soit dit en passant, multiples problèmes déontologiques dans les années 90-2000. Un médecin qui crée une entreprise, c'est un médecin qui viole forcément son code de déontologie, donc il fallait naviguer entre les missiles et les bombes, ce qui n'était pas toujours évident. Alors, il y a des solutions. Il y a, en gros, depuis les années 2018-2020, il y a l'ouverture des esprits, ça vous en parliez. Moi, je suis perdu pour le système. J'ai décidé de faire autrement. Vous parliez de fuck the system. J'ai décidé de faire du développement créatif en mode open source. Absolument tout gratuit. Ouais, tu fais des années, Philippe. Ouais, tout à fait. Et j'ai décidé de financer ça par ma propre entreprise de médecine. Et je me suis rendu compte en fait que beaucoup de médecins ont des capacités de rentabilité dans leur milieu, dans leur métier, et ils ont la capacité d'autofinancer du recherche et développement à l'intérieur de leurs propres entreprises. Je parle en libéral, en hospitalier, je connais moins bien. Et on peut faire beaucoup de choses soi-même, en mode non-profit, et avec un recul de 30 ans de création d'entreprises, avec une demi-douzaine d'entreprises à mon actif, j'ai fini par me rendre compte que c'est pas la création d'entreprise qui est intéressante, c'est la capacité de libérer sa créativité. Et que maintenant, avec les outils, et notamment avec le mode open source, on peut créer sans avoir de pognon derrière et sans avoir toutes les emmerdes administratives. Donc, j'ai créé un département de recherche et de développement dans ma Cellarle. Il y a une salle avec une fraiseuse, avec 3 fraiseuses, pardon, avec un laser de découpe au CO2, un laser de découpe diode, un tour à métaux, tous les outils en fait pour faire de l'usinage, tout un banc d'électronique. Et finalement, c'est pas si cher et on peut le faire nous-mêmes. Vous avez sur la droite un projet sur lequel je travaille en ce moment, qui est un téléphone portable open source crypté, en mode open source, qui permet de faire un peu tout ce qu'on veut sans être dépendant d'un Apple ou d'un Android, par exemple. Donc je pense qu'il y a des opportunités maintenant. Il faut la saisir, il faut booster nos jeunes, il faut favoriser toutes les formes de formation, d'auto-formation. Il faut les conforter dans l'idée qu'ils sont meilleurs que nous. Ils ont une ouverture d'esprit que nous, on n'a pas eu. Et que ce ne sont pas des aliens qu'il faut brimer et casser parce qu'ils sortent du moule. Et je terminerai par une note de positivité. Pendant le Covid, en haut à gauche, j'ai pu créer un robot qui a pour but d'aller chercher les patients par leur nom en salle d'attente, de les ramener dans la salle numéro 8, de les installer et de les faire déshabiller et de me prévenir quand je suis prêt. Donc vous avez le concept créé par un outil qui est malheureusement un outil payant pour l'instant, mais vous avez des alternatives gratuites. On peut faire un robot soi-même en étant médecin au fin fond du Loiret, sans être bardé de diplôme.
Sur la droite, vous avez en haut et à droite, vous avez un système qui me permet de doubler ma productivité en laser, notamment épilation laser, parce que je fais beaucoup d'épilation dermatologique. Impossible d'augmenter la vitesse des lasers, donc mise en place en open source d'un système de couplage de 2 machines avec une synchronisation électronique. Donc ça peut être fait en 24-48 heures par un médecin qui est formé. En bas à droite, vous avez un système de beeper intelligent ou de pager qui peut être utilisé soit à l'hôpital, soit en ville, pour envoyer, recevoir des informations textuelles de manière cryptée ou non cryptée. Ça peut être utilisé en réseau interconnecté sur une ville avec 4 ou 5 émetteurs-récepteurs. Vous pouvez couvrir toute une ville. Au milieu en bas, vous avez un problème auquel j'ai été confronté avec une fausse dénonciation de violence du médecin à l'intérieur du cabinet médical. La problématique, c'est qu'on peut pas filmer à l'intérieur des cabinets médicaux pour des raisons juridiques, bien évidemment. Donc, j'ai pu développer en 24 heures un outil de caméra thermique qui fait du streaming encodé avec horodatage de silhouettes de chaleur qui sont dans un cabinet médical de consultation, par exemple. On n'est pas capable de reconnaître la personne, mais on est quand même capable de reconnaître qu'il y a eu un attouchement ou une violence, simplement par déplacement des flux de température. Et enfin, en bas à droite, création en 2 heures d'un système de dépistage des microparticules dans une salle pour pouvoir déclencher une ventilation 300 mètres cubeurs pour pouvoir dépolluer une salle lorsqu'elle est occupée. Donc, on est capable de faire ça, on a les capacités intellectuelles. Il faut simplement casser la déprogrammation, j'allais dire le lavage de cerveau qu'on a eu. C'est parfaitement faisable en interne. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Philippe. C'est merveilleux. On n'a pas pu voir tes slides, malheureusement, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu as parfaitement exposé la problématique. Et puis, l'évocation de tes projets mis au point, eh bien, ça nous a fait travailler l'imagination, tout simplement. Quand on entend la liste des projets que tu as menés à bien, en sachant que ça fonctionne, encore une fois, parce qu'entre tes mains, ça fonctionne, et ça, c'est merveilleux, c'est vraiment la définition du maker. Eh bien, moi, j'ai une facilité de plus à imaginer donc ce robot social qui va chercher effectivement le patient et qui l'amène à la salle qui lui est désignée de manière extrêmement claire. Ce d'autant que, n'y croyant pas, je ne pensais pas que, je rebondis sur l'exemple des réseaux sociaux, des robots sociaux, je ne pensais pas que ces robots pouvaient être aussi utiles et efficaces, et en fait, il n'en est rien. J'ai eu des démonstrations qui sont absolument extraordinaires parce que ces machines sont configurées pour aller nous toucher sur le mode de l'empathie. Et ça, c'est terrible. D'accord ? C'est je pense à Pepper notamment, qui a des yeux qui clignent, qui vous suivent du regard, qui a une gestuelle manuelle qui est stupéfiante. Donc, ces robots sociaux, ils feront partie de notre quotidien d'ici quelques années, c'est évident. Ce d'autant qu'encore une fois, nous avons affaire à de plus en plus de patients complexes, dépendants, et que nous n'avons pas tous les bras nécessaires à gérer toute cette complexité du réseau de soins. Donc, c'est dire à quel point tu vois juste, et encore une fois, juste, mais surtout utile. Voilà, tes projets, ils sont de tous les jours. Alors, j'ai la chance d'avoir un paper. Je mettrai un bémol. J'ai pris un paper pour pouvoir réassigner le travail intellectuel de notre secrétaire à des choses beaucoup plus valorisantes que dire les chiottes, c'est là, la salle d'attente, c'est là. Parce que vu le prix des URSAF et autres, c'est pas mal d'avoir un robot qui travaille 24 heures sur 24 pour ça. Je me suis rendu compte en fait que le robot utilisé pour décharger un être humain des tâches subalternes et inintéressantes de façon à valoriser l'humain pose un gros problème. C'est que pour pouvoir sécuriser le robot, il faut un garde du corps physique pour sécuriser le robot. Donc en fait, il y a une problématique avec ce type de robot. Ouais. Par contre, il y a d'autres choses sur lesquelles je travaille. C'était l'objet de mon mémoire sur le DU de santé connectée. Je pense qu'on a tous vu le film Avatar.
Il y a des possibilités d'utiliser des robots de téléprésence pour permettre à des travailleurs de faire du télétravail, et je pense notamment aux travailleurs handicapés, qu'on va pouvoir réintégrer dans nos cabinets médicaux, donc avec une finalité sociale, où tu vas pouvoir verticaliser une personne en fauteuil roulant et lui permettre de travailler d'égal à égal avec des salariés. Et ces techniques peuvent être extrêmement puissantes, entre guillemets, dans le marketing d'un cabinet médical, dans la fonction sociale d'une entreprise. Et ça, ce sont des outils qui maintenant valent 200, 300 euros si on les achète, qui valent 100 ou 150 euros si on les fabrique. Ok, oui, bien sûr. Difficile, comme tu le dis, d'employer des travailleurs handicapés dans le soin. C'est compliqué. Il faut des gens valides, il faut des gens efficaces. J'ai pas d'exemple à donner de personnes. Si, les kinésithérapeutes. Les kinésithérapeutes qui sont assez fréquemment, je dis bien assez fréquemment, en déficience de vision et qui ont une capacité à utiliser leurs mains de manière stupéfiante. Mais j'ai l'impression, un cas particulier. Et en dehors de cela, pas certain, peut-être à l'accueil, mais c'est difficile pour une personne handicapée de se voir confinée, si l'on peut dire, à l'accueil, sans avoir de rôle actif de soins. Donc, si on peut valoriser les personnes handicapées, issues ou non d'une problématique de soins, d'ailleurs, si on peut les valoriser, c'est grâce à des machines qui vont augmenter leur capacité. Je dis que c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Philippe, encore une fois. Tu nous donnais une solution de créer des Fab Labs, en fait. C'est ton idée, c'est d'aller jusqu'à la création et l'utilisation de Fab Labs pour créer des formations pour des individualités, déjà rodées aux techniques de l'informatique et aux circuits microélectroniques, pour en fait créer du lien. C'était ça ton idée. Oui. En fait, avec le recul, je me suis rendu compte que la créativité en tech nécessite d'être bi- ou tricéphale. Et moi, j'ai la chance de faire une activité, entre guillemets, purement manuelle dans la médecine, qui me laisse un temps intellectuel important, même quand je traite les patients, parce que finalement, c'est du réflexe. Et quand j'identifie un besoin sur un patient X, le fait d'avoir une partie du bagage juridique, une partie du bagage technique, une partie du bagage entrepreneurial, une partie du bagage informatique, en fait, en 3 secondes, je me dis poubelle. Impossible à gérer, impossible à faire, trop compliqué. Et j'ai pas besoin d'avoir une interface, entre guillemets, avec un spécialiste informatique, avec une boîte de recherche de bidule, une boîte de machin, un spécialiste de tarification des projets, un juriste, etc., etc. Donc, l'idée, et derrière, il y a un sous-jacent, c'est permettre, moi, mon dada, c'est de pouvoir créer, ou d'aider à faire créer, plus exactement, un internat de médecine cybernétique où derrière, et je prends un peu l'image des experts qu'on a en échographie, on a des spécialistes transdisciplinaires qui sont d'un très haut niveau. Je pense au professeur Arbeil, par exemple, au professeur Léon de Poursolo, qui ont la bicéphalité, qui ont le recul déontologique pour pouvoir conseiller nos pairs, je pense notamment à nos conseillers ordinaux, pour pouvoir dire dans l'esprit de la médecine centenaire, on veut garder le contrôle sur nos outils de travail et c'est pas parce que c'est du 2.0 qu'on doit perdre nos fondamentaux du 1.0. Et le fait d'avoir en interne ces compétences, ça nous permet d'aller très vite et de garder nos fondamentaux millénaires, de pouvoir dialoguer également avec des prestataires et d'être moins dépendant, entre guillemets, des prestataires. Je dis pas qu'il faut jeter les prestataires, mais ça permet d'avoir une interface avec eux qui est extrêmement productive. Et le chef, entre guillemets, c'est le médecin et le prestataire va nous donner des outils. Et souvent, je fais le parallèle. Quand Marie Curie a découvert la radioactivité, on a créé une spécialité de médecine nucléaire, on a créé la radiologie, etc., etc., etc. Quand on a découvert le microscope, il y a l'anapathe, il y a l'hématologie qui sont apparues. Quand on a découvert certaines données scientifiques, il y a l'IRM qui est apparu avec des spécialistes de l'IRM. Et ça fait 30 ans qu'on a découvert les techniques informatiques, les objets connectés et autres. Et malheureusement, on n'a pas cette bascule vers une spécialité
de gens qui seraient des ultra-experts pour pouvoir conseiller des générations de médecins. Et je pense que c'est ça ce point important. On peut créer, et il faut mettre dans la tête de nos jeunes, par l'intermédiaire d'ultra-experts, des fondamentaux médicaux, mais aussi des fondamentaux de création. C'est un travail de très longue haleine. Ouais. C'est en train de bouger, je crois, et avec des gens comme, voilà, qui participent à des conférences comme ça, c'est moteur de changement. C'est ça, c'est un peu ça le concept de soignant entrepreneur, hein. La tâche est immense, encore une fois. Il n'est pas, pour moi, question d'envisager une rentabilité immédiate, c'est pas mon souci. Mais tu es comme Jean-Marc, comme Elio, vous incarnez l'ultra compétence et l'ultra compétence dans la bi ou la tricéphalité. Voilà, c'est ça l'idée. On ne peut pas tout savoir, on n'est pas expert en tout, mais on est expert en multicompétences. C'est ça qui est important. Et c'est en tout cas ce qui aujourd'hui est très recherché par les entreprises, puisque la problématique de l'innovation est centrale. Et des individualités qui ont l'empathie plus ou moins développée, mais qui, comme je le disais, se développent avec le temps, parce que ça s'apprend, comme la créativité d'ailleurs, qui ont la vision de certains problèmes que personne ne voit ou voit d'une manière tout à fait erronée, et qui ont cette capacité de faire les choses et de réunir. Moi, j'appelle ça des entrepreneurs, hein, je suis désolé, je ne suis pas un obsédé de ça, mais en tout cas, ces gens-là, je les connecte bien, c'est pourquoi je suis venu apprendre au contact de l'EM Lyon, qui n'est pas d'ailleurs qui n'est pas la seule manière d'apprendre l'entreprise, mais en tout cas, comme je voulais tout savoir, il fallait passer par l'institution. Mais cette capacité entrepreneuriale, elle est fondamentale pour arriver à changer progressivement les mentalités, puisque c'est un débat de fond, telle manière à pouvoir faire se rencontrer les individualités au sein de lieux dédiés à cela, tu parles des Fab Labs, mais aussi d'amener, de l'institutionnaliser au sein de cursus. Alors, il y a des cursus doubles, hein. Il y a des cursus ingénierie, médecine, mais c'est pas, on fait les deux en même temps, c'est pas l'un qui va vers l'autre. On n'est pas immergé dans un domaine, puis ensuite dans l'autre. On essaie de faire tant bien que mal les deux en même temps, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. L'idée, c'est de se décloisonner, c'est de sortir de son cabinet de médecine, c'est de sortir de son université, c'est de sortir de son CHU et d'aller se mettre pendant 15 jours, pendant une semaine ou un week-end avec des gens qui font autre chose. Et c'est ce que j'ai vécu, en tout cas, durant mes 2 ans à l'EM. Je suis allé voir des gens qui n'ont au départ rien de commun avec moi. J'étais l'ovni de la promo, puisque je me cite. Mais ça m'a permis d'avoir cette vision que on a des choses à faire avec le monde de l'entreprise, parce qu'on y apporte de l'empathie, parce qu'on apporte une capacité à observer et à faire les choses. Voilà. Alors, il est 20h10, on a déjà dépassé un peu le temps. Donc déjà, un grand merci à tous les 4 pour vos interventions toutes passionnantes. Merci Philippe pour le lien de tes travaux. Moi, en tout cas, j'irai voir et je suis sûr que d'autres participants iront voir. On a déjà un certain nombre de participants qui ont commencé à se déconnecter du fait que 20h soit passé. Je crois que la plupart des questions qui ont été posées ont trouvé réponse soit dans vos interventions, soit dans ce qu'Olivier a pu mettre dans le chat lorsqu'il ne parlait pas. Donc, je vous propose qu'on ne prenne pas de questions-réponses et qu'on s'arrête ici pour qu'on ne dépasse pas trop le timing. Encore un grand merci. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos slides pour que je les transmette aux participants. Je pense qu'ils seront bien intéressés. Et puis, je vous tiendrai au courant quand la vidéo de ce temps d'échange sera en ligne. Merci beaucoup, Flavien, de nous avoir réunis autour de ce thème de la créativité chez les soignants. Merci dans l'ordre à Elio, qui est de garde. J'espère qu'il n'a pas été trop embêté. Merci à Jean-Marc, qui nous apporte encore une fois cette innovation que je considère comme étant managériale, qui est fondamentale. Et puis à Philippe Cadic, qui représente
toute l'évolution en fait des mentalités par rapport à la double, voire à la triple compétence au sein des soignants. Voilà, merci de votre présence. En tout cas, de mon point de vue, c'était un temps d'échange absolument extraordinaire que je souhaiterais, encore une fois, poursuivre une soirée ou des soirées entières. Merci à vous. Merci beaucoup.